Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. L'entourage de Michel Platini confirme l'invitation du Premier ministre au match de la Ligue des Champions. Mais la polémique ne faiblit pas. Manuel Valls, a-t-on appris aujourd'hui, était accompagné de 2 de ses enfants. Matignon confirme cette présence mais indique que le coût du déplacement dans l'avion de la République n'a pas été impacté. L'opposition redouble ses attaques. Réaction et analyse dans ce journal. Le Premier ministre serait bien passé de cette polémique en pleine présentation du plan PME-TPE. De nombreuses mesures ont été annoncées pour lever les freins à l'embauche dans ces petites et moyennes structures. La droite dénonce un coup de com', l'aile gauche du PS fustige, dit-elle, la dérive libérale du gouvernement. Et au-delà des réactions politiques, ces mesures sont-elles à la hauteur de la situation? C'est le grand débat du mardi 22h. Après l'évacuation musclée hier de migrants à Paris, le défenseur des droits Jacques Toubon annonce l'ouverture d'une enquête sur cette opération des forces de l'ordre. Des associations et des militants politiques avaient dénoncé des violences policières. Les éléments à suivre. Enfin, en Libye, après la ville de Sirte, Daesh progresse vers l'ouest du pays. Les djihadistes de l'État islamique profitent du chaos sur place pour s'implanter dans plusieurs villes. Et pendant ce temps, les 2 parlements libyens rivaux sont réunis au Maroc pour tenter de trouver une sortie de crise politique. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà donc pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. De jour en jour, depuis samedi, la polémique enfle. L'entourage de Michel Platini a certes confirmé l'invitation de Manuel Valls au match à Berlin. La présence de ses 2 fils dans l'avion gouvernemental a relancé la controverse. Julie Hulin. Samedi, en montant à bord du Falcon gouvernemental pour assister à la finale de la Ligue des Champions, Manuel Valls ne s'imaginait sûrement pas qu'il allait déclencher une petite tempête politique, obligeant même un président que l'on dit excédé par la polémique à prendre sa défense. Une polémique qui a encore enflé ce matin avec la révélation de la présence de ses 2 enfants dans l'avion. De tous bords, les commentaires se succèdent. Et pendant que la majorité soutient le Premier ministre, la droite crie au scandale et demande des comptes. La moindre des choses serait que Valls rembourse. La réalité, c'est que le vol familial a bien décollé, mais l'emploi toujours pas. Mêmes accusations cet après-midi lors des questions au gouvernement où l'opposition a multiplié les allusions. Monsieur le Premier ministre, ce week-end, entre 2 avions, vous avez dit « Avec les beaux jours, les gens du voyage voyagent, et pas seulement pour aller voir les matchs de foot. » Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas vous parler de Berlin. Obligeant finalement Manuel Valls à se justifier. Un dernier mot, monsieur le député. Le sport a un rôle très important grâce aux grands événements internationaux que nous allons accueillir ici en France. Et le rôle du chef de gouvernement, c'est de soutenir ces grands rendez-vous pour la France. Et je continuerai à le faire parce que c'est important pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour la compétitivité et pour les emplois. Pas de polémique, restons sur l'essentiel. Dans l'après-midi, un communiqué de l'UEFA a confirmé l'entrevue entre Michel Platini et Manuel Valls ce soir-là afin d'évoquer l'Euro 2016. Quelques mots qui justifient le caractère officiel du déplacement, mais l'image de Manuel Valls est, elle, bel et bien abîmée. Et sur ce sujet, le gouvernement fait bloc derrière son Premier ministre. C'est le cas d'Emmanuel Macron qui justifie le déplacement professionnel, dit-il, de Manuel Valls. On l'écoute. Il est normal que pour une rencontre qui était prévue dans un cadre professionnel en tant que Premier ministre, il utilise les moyens de la République et donc cet avion avec ses collaborateurs. Il y a des places vides et donc il y associe ses enfants. Il aurait voyagé avec les places vides, c'était le même tarif. Ça ne vous aurait pas coûté plus cher, ni à vous, ni à moi. Et il s'agissait d'un samedi soir. Je connais les semaines du Premier ministre. Je connais aussi ses week-ends. Je connais ce qu'on peut appeler ses vacances. Je considère, on a beaucoup vu dans ma vie, que la classe politique n'est pas celle qui vit, telle que je la vois en tout cas fonctionner, et en particulier ce gouvernement, sur le dos des Français. Et donc je considère qu'un père de famille qui a une obligation professionnelle un samedi soir et a la possibilité d'y associer ses enfants, le fasse sans que ça coûte un centime de plus aux contribuables, à titre personnel, ça me rassure plutôt.
Et le Premier ministre se serait bien passé, bien sûr, de cette polémique en pleine présentation du plan PME-TPE. De nombreuses mesures ont été annoncées pour favoriser l'emploi dans ces petites et moyennes structures. La droite parle ce soir d'un coup de com'. L'aile gauche du PS fustige, selon elle, la dérive libérale du gouvernement. Mais que contient exactement le plan du gouvernement? Les détails avec Mounir Soussi. 18 mesures pour doper l'emploi. Le plan de Manuel Valls cherche à inciter les chefs de très petites entreprises à embaucher en leur versant une prime de 4 000 € dès le recrutement du premier salarié pour tous les contrats de plus d'1 an signés jusqu'au 8 juin 2016. 2 000 € la première année et 2 000 € la deuxième année. Cette prime, je veux le préciser, s'ajoutera à l'ensemble des allègements de cotisations sociales, au CICE et au pacte de responsabilité. Le Premier ministre ne remet pas en cause le statut du CDI, mais assouplit les conditions autour du CDD. Les employeurs auront la possibilité de renouveler 2 fois un CDD au lieu d'une seule actuellement. Mais pour l'opposition, ces ajustements arrivent trop tard. Votre réponse, c'est l'annonce, dans l'urgence, de nouvelles mesures, mais toujours pas de réforme. Monsieur le Premier ministre, ces nouvelles mesures, c'est la panique à bord. Pourquoi ne figuraient-elles pas dans les projets de loi Macron et Rebsamen dès le début de leur examen? Une proposition inquiète jusque dans les rangs du PS, le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif qui variera selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. À gauche, des voix se sont élevées pour dénoncer une attaque contre les acquis sociaux. On a l'impression de vieilles recettes qui n'apportent rien de nouveau à la situation d'aujourd'hui. On voudrait faire croire une fois de plus que ce sont les contraintes et les réglementations qui sont la source du problème de chômage. Les TPE abritent plus de 50% de l'emploi. Le MEDEF, sceptique sur les précédentes mesures du gouvernement, estime que ce plan va dans le bon sens. Mais de FO à la CFDT, les syndicats s'inquiètent d'une dégradation du statut des salariés. En bref, ce soir, Jean-Marie Le Pen visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale sur des soupçons de comptes bancaires cachés à l'étranger. Cette enquête fait suite à un signalement de la cellule de renseignement financier Tracfin qui évoquait un trust géré à Genève en Suisse. Contacté aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen nie toute implication. La suite du 22h dans un instant, les réactions à la polémique autour du déplacement du Premier ministre et le grand débat du mardi sur le plan pour doper l'emploi présenté aujourd'hui par Manuel Valls. Les mesures sont-elles à la hauteur de la situation? C'est à suivre après le tour d'infos en France et dans le monde. Il est préparé ce soir par Nathalie Guilloire. Aujourd'hui, une centrale électrique a été prise par l'État islamique en Libye. Cette prise a été annoncée sur les réseaux sociaux dans un message diffusé par les djihadistes. L'organisation progresse. Après avoir pris le contrôle de Sirte, Daesh continue d'avancer vers l'ouest. Le pays est plongé dans le chaos. L'ONU tente d'obtenir la création d'un gouvernement d'union nationale. Évidemment, je dois le dire avec précaution parce que c'est une première réaction. On n'a pas encore discuté d'une façon approfondie avec tous les participants, donc je peux vous dire qu'il y a un sens d'optimisme et il y a beaucoup d'espoir. L'évacuation d'un camp de migrants dans le 18e arrondissement continue de faire polémique. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve répond aux critiques. Le gouvernement agit avec humanité et c'est vrai, Madame la députée, qu'il est plus difficile d'agir avec humanité et responsabilité que de commenter sur tous les plateaux de télévision avec la plus grande démagogie et la plus grande irresponsabilité les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté lorsqu'il s'emploie à faire face. Dans l'actualité également, le chiffre dévoilé aujourd'hui par le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe depuis le début de l'année via la Méditerranée. Les sénateurs l'ont modifié et l'ont voté aujourd'hui, le très contesté projet de loi sur le renseignement. Un projet présenté par le gouvernement au nom de la lutte antiterroriste. 251 sénateurs ont voté pour, en majorité à droite, mais aussi à gauche. Ce texte a été présenté en procédure d'urgence. Prochaine étape, une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs pour trouver une version commune aux deux chambres. 50 000 emplois supprimés dans le monde d'ici fin 2017, soit environ 20% des effectifs de la banque HSBC. Le géant bancaire britannique dévoile un plan de restructuration choc qui ne concernerait pas la France. Ce plan doit lui permettre de réduire ses coûts de près de 5 milliards de dollars par an.
Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde qui ironise sur l'invitation de Michel Platini à Manuel Valls pour la finale de la Ligue des Champions à Berlin. Le débat du mardi 22h est consacré ce soir aux mesures annoncées par le Premier ministre autour de l'emploi dans les PME et TPE, très petites entreprises. Alors il y a eu beaucoup de réactions à ces annonces et au-delà de ces mesures, quelle est la vision du gouvernement quant au chemin économique à emprunter? Certains clignotants passent au vert. La France semble renouer avec une timide croissance, mais la situation de l'emploi est toujours aussi préoccupante en France. Sur tous ces sujets, nos invités ce soir, Fabienne Keller, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, également vice-présidente de la Commission des Finances. Nous accompagne également ce soir Nicole Bricq, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste de la Seine-et-Marne, vice-présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises et ex-ministre du Commerce extérieur. Avec nous également Nicolas Bavray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, économiste, éditorialiste au Point et chroniqueur au Figaro également. Philippe Frémaux nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, journaliste économique, éditorialiste pour le magazine Alternative économique. Merci, messieurs, mesdames, d'être avec nous ce soir. On va évoquer dans quelques instants le débat concernant les mesures annoncées aujourd'hui, importantes pour doper l'emploi par le Premier ministre. Mais justement, le Premier ministre, toujours au cœur de cette polémique qui ne faiblit pas. Le voyage en avion gouvernemental de Manuel Valls est en train de tourner au casse-tête politique pour lui et peut-être à une affaire politique. Depuis samedi, Fabienne Keller, le gouvernement tente de justifier ce voyage. Le président aussi, et ça ne retombe pas. Dans toute cette séquence, qu'est-ce que vous surprend le plus ou peut-être vous choque ? Alors, c'est un passionné visiblement de football, le Premier ministre, donc on a plutôt envie d'avoir un regard bienveillant sur ce moment où il quitte un peu ses habits de Premier ministre. Mais compte tenu de la situation de la France, je ne suis pas sûre qu'on puisse accepter qu'il déroge ainsi à ce qui doit être sa mission à plein temps, c'est s'occuper de l'emploi, c'est s'occuper de notre pays qui va mal. Donc effectivement, un déplacement surprenant, même si je respecte sa passion pour son Barça natal. Vous êtes moins sévère que vos camarades du Parti Les Républicains. Écoutez, moi je parle d'une faute politique et morale. Ce n'est pas le cas pour vous ? La question est quand même financière. C'est la prise en charge par le gouvernement de ce déplacement. Et là, seule la rigueur peut être la règle, puisque celle-ci est imposée aux Français, qui payent plus d'impôts. Donc c'est là que l'incompréhension est totale. Par contre, voilà, il a des origines catalanes, il aime le Barça, on peut le comprendre aussi. Premier ministre français, donc elle est soutenue. Mais il aurait pu le regarder devant la télé, c'eût été moins cher. Nicole Bricq, depuis quelques jours aussi, il y a toutes les justifications du gouvernement. Les ministres succèdent à la télévision et sur les différents plateaux de radio pour soutenir le Premier ministre. Est-ce que vous pensez que les justifications sont légitimes ? C'est une polémique complètement stérile. Bon, c'est une manœuvre de diversion de l'essentiel. Moi, je m'intéresse aux choix politiques. On va en parler dans quelques quelques instants. Les choix politiques du Premier ministre sont bons. Tout le monde sait qu'il aime le football, moi aussi. Le Barça est un grand club. Il travaille beaucoup, qu'il veuille se divertir. Et puis, vous savez que... Enfin, vous ne savez peut-être pas, et les Français ne le savent pas, moi je le sais, mais aller à Berlin, c'est pas facile en avion. Surtout quand on veut être près des siens, au congrès du Parti Socialiste, Poitiers-Berlin, c'est pas direct. Et même, il y a très peu de liaisons. On peut ne pas y aller aussi. Il y a très peu de liaisons. Il est catalan, écoutez, il a le droit de temps en temps de se reposer. Il travaille à 98% pour la France, il peut prendre 2%. En prenant donc l'avion de la République. C'est pas reposant de prendre un avion, si je peux me permettre. Ça m'a pas fatigué. Hein. Et pourtant, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, en même pas 2 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, peut-être, peut à la limite dire il y a une erreur de communication, mais certainement pas une faute politique. L'avis de Nicolas Bavray, justement, et de Philippe Frémaux, parce que si on analyse froidement les choses, dans cette période difficile, les économistes nous rappellent tous les jours, et on en parle tous les jours dans nos journaux, le contexte économique et social. Est-ce que dans cette période aussi, où tout se sait, Nicolas Bavray, via les réseaux sociaux, comment expliquer qu'un responsable politique de ce niveau, connu également pour sa maîtrise de l'art de la communication, ait pu faire cette faute ou cette erreur ?
Bon, d'abord, la chose que je voudrais rappeler, c'est que le Premier ministre, il n'est pas catalan, il est français. Oui. Et donc, il aime le Barça comme beaucoup de Français, puisqu'on était très nombreux à regarder ce match et très nombreux à soutenir la ligne d'attaque de Barcelone. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est vrai que c'était certainement une initiative malheureuse. Je pense que c'est une erreur, mais si vous voulez, tout le monde est faillible. Manuel Valls, comme tout le monde, est-ce que il faut dire que c'est une faute politique et morale? Je crois qu'il ne faut pas en rajouter. Ce que je pense peut-être le plus dommageable pour lui, c'est la manière dont il a essayé de se justifier après, qui, je pense, rajoute à la maladresse. Donc voilà, il faut voir qu'on est dans un temps où les esprits sont extrêmement échauffés. Malheureusement, un temps de grande tentation populiste. Je crois qui revient aux dirigeants politiques d'en tenir compte également et d'éviter de se mettre en porte-à-faux. Maintenant, comme il a été dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour remettre notre pays d'aplomb. Il est dans une situation extrêmement difficile et qu'il y a des choses plus importantes dont il faut aujourd'hui discuter. Donc on va parler tout de suite. Philippe Prémaux, votre avis, votre regard? Moi, c'est rigolo qu'on parle de ça parce que j'ai une anecdote à vous raconter. Il se trouve qu'il y a quelques années, avant 2012, vous savez que Manuel Valls s'est remarié, et il avait organisé un petit voyage avec ses amis, les amis de sa femme notamment, où il partait visiblement du côté de Séville pour fêter ça. Et il se trouve que j'étais dans le même avion avec ma femme. Et l'avion avait du retard, et il y avait justement un match de foot qui était retransmis. Et alors que Mme Valls était en train de discuter avec ses copines, qu'il y avait tous les copains en train de voir, Manuel Valls est resté scotché devant l'écran. Bon. C'est un fan de foot. Hein. Donc visiblement, pas un scoop. Je vais tout à fait dans le sens de Mme Keller, c'est un fan de foot. Comment on met un terme à cette polémique moi, je suis assez sur votre position. Je pense que c'est sans doute une erreur. Certains évoquent le remboursement nécessaire de ce déplacement. Il y a une instrumentalisation politique de la critique qui est excessive et on a vraiment d'autres sujets. Et ça nourrit plutôt le comment on l'arrête? Je crois que la meilleure manière, quand on a fait une erreur, c'est de le reconnaître et de dire voilà, on arrête ça. Et de fait, c'est ça sa faute la plus grave. Voilà, je crois que c'est la manière d'en sortir, effectivement, de passer au reste. On rajoute encore, même si c'est notre boulot de faire le job de commenter. Et d'en parler, bien sûr. En tous les cas, le Premier ministre se serait bien passé de cette polémique alors qu'il présentait aujourd'hui, vous le savez, un plan pour doper l'emploi des PME, des TPE. Souvent, les patrons de ces petites structures se plaignent de rigidité, de complexité. Alors ces annonces sont-elles de nature à répondre à leurs difficultés? On en parle dans quelques instants. Mais d'abord, nous sommes retournés dans une entreprise de Seine-Saint-Denis qui fabrique des portes blindées. Et à l'époque, son patron hésitait à embaucher, estimant qu'il était trop compliqué de licencier. Samia Dechir. Lorsque nous l'avions rencontré en février 2014, Carlos Simoes envisageait de recruter 2 nouveaux employés. 1 an et demi plus tard, c'est chose faite et son entreprise de portes blindées se porte bien. C'est pour qui cette porte-là? Tu as le bon de travail? Avec un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros en croissance constante, l'équipe de 32 personnes va encore s'agrandir. 2 nouveaux CDI sont prévus pour 2015. Ces embauches sont avant tout déclenchées par un carnet de commandes qui se porte mieux. Ça, c'est la principale cause et fait qui fait que les entreprises embauchent, avant tout, c'est un accroissement de notre chiffre d'affaires qui nous fait aujourd'hui croire dans l'avenir. Mais pour remplir le carnet de commandes, il faut aller chercher le client. Et même avec des semaines de 60 heures, Carlos Simoes manque de temps pour le faire. Voici le droit des entreprises. Comme vous pouvez voir l'épaisseur, je crois qu'il serait bon de faire en sorte que celui-ci soit simplifié, beaucoup plus petit et surtout qu'il soit une fois pour toutes figé ou quasiment stable, de façon à ce qu'on n'ait pas à chaque fois, revoir des textes. C'est une perte de temps. Les petites entreprises n'ont pas le temps de regarder ce genre de choses, contrairement aux grosses entreprises qui ont des services qui sont faits pour ça. Comme beaucoup de patrons de PME, Carlos Simoes réclame aussi un assouplissement des conditions de licenciement pour pouvoir adapter ses effectifs en cas de baisse d'activité, mais pas à n'importe quel prix. Il faut faire bien attention, bien peser les choses et ne pas oublier que nos droits sociaux sont les meilleurs qui puissent exister. Donc faire en sorte que ces droits sociaux restent un acquis pour les gens qui en ont besoin.
Et aujourd'hui, je pense que c'est une chose sur laquelle on est en train de revenir. Donc, il y a quand même à faire attention à ça. Flexibiliser le contrat de travail sans rogner sur les droits, un équilibre difficile à trouver. Voilà la réalité sur le terrain de ce patron, petit patron et de beaucoup d'autres, Nicolas Bavray. Quand on l'entend, quand on voit sa situation, on se dit qu'il était temps qu'il y ait un tel plan, qu'il aurait même pu être annoncé plus tôt, peut-être. Bien sûr, si vous voulez, la situation du chômage en France, c'est vraiment d'abord une exception de notre pays et c'est vraiment un scandale. Ça date pas d'ailleurs de 2012, ça fait maintenant plus de 30 ans que la France a un taux de chômage moyen de pratiquement 10% de sa population active. C'est le seul des grands pays développés qui n'est jamais revenu au plein emploi depuis les années 70. Donc il y a un problème majeur et c'est un scandale parce que le chômage, ça détruit pas seulement l'économie, ça détruit les gens, ça détruit la citoyenneté, ça détruit les territoires, ça détruit tout. Donc il est grand temps, et finalement en France, toute majorité confondue, ça fait des décennies qu'on lutte pas contre le chômage, on lutte contre l'emploi. Parce qu'on a mis en place, contre l'emploi, on a mis en place toute une série de dispositifs qui interdisent l'emploi. Et malheureusement, c'est vrai que depuis 2012, on a compliqué pratiquement toutes les formules d'emploi. On a beaucoup abîmé les emplois familiaux, ça avait commencé avant. On a saccagé l'apprentissage, on a durci le CDD, on a durci pratiquement tout. Donc, donc il faut absolument agir et il faut agir sur l'emploi. Donc ça, vous donnez un satisfecit au gouvernement aujourd'hui ? L'idée de s'attaquer à l'emploi, elle est fondamentale. C'est d'ailleurs ce qui a été fait partout ailleurs, dans tous les autres pays, parce que partout ailleurs, le chômage diminue et on crée de l'emploi. Et il n'y a que chez nous qu'on continue surtout à détruire de l'emploi en même temps que le chômage monte. Sur le plan. Alors, sur le plan lui-même, je pense que c'est un peu comme la loi Macron, c'est-à-dire qu'on a un petit pas dans la bonne direction, mais malheureusement, ce petit pas ne suffit pas à faire basculer la chose. Donc, comme on l'a dit, ce qui est annoncé, par exemple, sur le CDD, prenons Renzi en Italie. Renzi, il a doublé la durée. Donc, il est passé... il a doublé la durée possible. Là, on dit qu'on peut faire plus de contrats, mais à l'intérieur de 18 mois. Sur le contrat durée indéterminée, on n'a pas fait grand-chose. On va aider normalement l'apprentissage, ce qui est une bonne chose, et on lisse finalement, on neutralise les seuils sociaux, notamment celui de 50 salariés, pendant une durée de 3 ans. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des petits pas positifs, incontestablement, mais c'est pas ça qui va nous faire basculer le marché du travail. Nicole Bricq et vous, qui avez été, rappelons-le, ministre du Commerce extérieur et qui avez été dans ce gouvernement avec ces mesures décrites par Nicolas Bavray, est-ce que vous pensez que c'est encore trop timide, justement ? Écoutez, il y a toujours ceux qui disent c'est trop et d'autres pas assez. D'un côté droit, il faut faire plus. Moi, j'ai vu la réaction des leaders politiques de la droite qui réclament des réformes structurelles. Je n'ai pas compris ce que c'était que les réformes structurelles. J'ai vu, est-ce que c'est le contrat unique ? On sait très bien que les avantages ne pallient pas les inconvénients, y compris du côté du patronat. C'est pas la solution miracle. Est-ce que c'est faire sauter le seuil des 50, à savoir qui permet d'avoir un comité d'entreprise et des représentants du personnel ? Vous comprenez pas ce que veut l'opposition ? Non, mais c'est clair. Ce gouvernement de gauche ne fera pas une réforme qui enlève des droits aux salariés. Ça, c'est clair, c'est le principe. Et il écoute, il entend. Quand il faut réformer, il l'a entendu, les critiques sur le problème du compte pénibilité. Il a entendu les demandes des petites entreprises et toutes petites entreprises qui créent de l'emploi, souvent des emplois non délocalisables. Et puis il y a ceux qui disent « Oh, mais non, c'est trop, etc. » Mais cela étant... ceux dans votre propre parti. Oui, le congrès de Poitiers n'a rien résolu en la matière. Mais ça, je ne faisais aucune illusion. Mais on voit bien quand même qu'on a un problème de chômage massif et qu'il faut s'occuper des petites entreprises et des moyennes entreprises. On a couvert avec les deux projets de loi qui sont en cours de discussion, le texte croissance-activité soutenu très fort et présenté par Macron, qui avait déjà annoncé. Il y a déjà eu une réforme des prud'hommes, par exemple, pour le corridor indemnitaire. Donc, il l'avait annoncé. Et le projet de loi sur le dialogue social, présenté par Rebsamen, on a là les deux jambes sur lesquelles on peut vraiment réformer
la France, le marché du travail est compatible avec le maintien des droits des salariés. Pour avancer vers une réduction oui, du et puis chômage en France. on a quand même une tête. On a quand même une tête qui date déjà du pacte de 2012. C'est pour ça que je ne suis pas favorable. Je ne suis pas favorable, je le dis très très sincèrement, à ce qu'on bricole le CICE. On va en parler. Je ne suis pas favorable à cela. Sur les mesures annoncées aujourd'hui. C'est une mesure jeune, il faut qu'elle produise tous ses effets, il faut du temps. Alors, des mesures annoncées par le Premier ministre en faveur des petites entreprises. Bonne nouvelle, signal dans le bon sens. Mais qui fait suite à des hésitations nombreuses et surtout un début de mandat incroyable, augmentation de la fiscalité, message extrêmement négatif. Vous en aviez mis pour 30 milliards. Je ne vous ai pas... Vous avez rajouté un petit peu le même niveau. Alourdissement considérable de la fiscalité et message surtout. Passer aux entreprises et aux investisseurs étrangers, qui d'ailleurs l'ont malheureusement pour l'emploi reçu pleinement. Et puis depuis une grosse année, un certain nombre de signaux, même un peu plus loin, le CICE. Alors c'est compliqué, hein. On abaisse les charges, mais pas en les abaissant directement. On doit d'abord les payer et ensuite on les rembourse. Donc effet d'aubaine massif. Peu d'effets sur le recrutement. Et puis, loi Macron, plein de petites mesures. Puis, loi Rebsamen. Des mesures annoncées, finalement, peu sont présentes dans le projet de loi. Et maintenant, une nouvelle salve. Le chef d'entreprise, ça m'a beaucoup frappé, a évoqué ce que ses collègues évoquent souvent, la stabilité, la visibilité. Où est la stratégie du gouvernement dans tout ça? Et le chef d'entreprise, quand il recrute un CDI, il n'a pas besoin de 4 000 €. Il a besoin d'un environnement stabilisé pour de longues années et, comme l'a dit le chef d'entreprise, d'un marché. Ça, c'est plutôt son affaire, c'est une question d'économie générale et puis de dynamisme commercial. Mais il a besoin de visibilité, d'un cadre. Et l'apprentissage est un magnifique cas catastrophique. On a retiré l'aide aux entreprises. Personne ne s'en est rendu compte d'ailleurs à Paris, en pleine saison de recrutement des apprentis. Maintenant, on a beau remettre des aides. Les employeurs qui ont peu de salariés n'ont pas le temps d'analyser tous les critères. Donc et là, on voit les 4 000 €. Il faut se dépêcher. Hein. Il faut le faire dans l'année qui vient. Sinon, la prime ne sera plus versée. Comme par hasard, avec l'échéance des présidentielles. Je vous répondrai là-dessus. Oui, je pense qu'il y a différentes choses qui peuvent être dites compte tenu de ce qui a déjà été autour de cette table. La première chose, c'est que par rapport à l'annonce que vous aviez fait du petit sujet qu'on a vu, moi j'ai surtout vu un patron qui effectivement se plaignait, et quand on est patron d'une petite entreprise, moi ça a été mon cas pendant 15 ans, c'est vrai que c'est compliqué, on a besoin d'avoir des contacts avec, c'est à ça que sert aussi son expert comptable, aussi pour vous donner des conseils quand c'est nécessaire. De toute façon, c'est vrai dans tous les pays, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des pays où tout est très simple. On est dans des pays développés. Où c'est peut-être plus compliqué. C'est pas le cas en France. Honnêtement, on est dans tous les pays développés. Allez aux États-Unis, par exemple, faites votre déclaration d'impôt, vous avez besoin d'un avocat. Pas si loin. Allons en Angleterre, comparons avec la France. En Angleterre, il y a des choses qui sont plus simples. Il y a aussi des choses qui peuvent se révéler plus compliquées, etc. C'est difficile de comparer. Alors, l'autre chose, c'est que ensuite, vous dites, depuis le début, il y a eu une hausse de la fiscalité. Oui, il y a eu une hausse de la fiscalité. On était dans une situation avec des déficits croissants, une croissance qui était en train de s'effondrer, et un gros risque sur les taux d'intérêt. Et si effectivement les taux d'intérêt qui étaient demandés à la France avaient explosé à ce moment-là, on aurait été très mal parce que notre situation serait rapprochée de celle de l'Espagne, de l'Italie, au moment du pic de la crise de l'euro. Et de fait, comme ensuite, c'est vrai que François Hollande n'a pas tenu sa promesse de parvenir à rééquilibrer les politiques économiques en Europe, il a rapidement pris la décision de faire une politique de compétitivité. Et le problème d'une politique de compétitivité, pour autant qu'elle marche, c'est qu'elle ne produit pas des effets rapidement. Alors, de fait, au point de vue de la communication, je pense que le gouvernement a été très mauvais en nous annonçant sans arrêt ce retournement de la courbe du chômage. Comme dit Michel Sapin, c'est les courberies de Sapin. Mais c'est une erreur de communication. Mais il aurait dû sans doute dire, de toute façon, c'est une politique qui va mettre du temps à produire ses effets. Et quand je vois les promesses, d'ailleurs, que fait aujourd'hui la droite, de faire encore plus, de flexibiliser encore plus, de dire il faut tailler dans tout ça, de toute façon, ça risque d'avoir des effets qui seront encore plus graves. Alors, la bonne question, c'est de savoir comment on fait le bon équilibre entre des mesures d'aide à l'offre, soit par de l'argent, soit par des mesures normatives,
Et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la demande? Donc il y a deux conceptions qui s'opposent sur ce plateau, et d'ailleurs qui s'opposent dans le débat public. Ceux qui disent qu'il faut aller plus vite et plus loin, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, Nicolas Bavray, et d'autres qui disent on va bientôt récolter les fruits de notre action, attendez un peu, ça se met en place doucement. Écoutez, ce que je crois d'abord, et là il y aura sans doute un accord, c'est que c'est insupportable d'avoir 5,64 millions de chômeurs dans ce pays. Quand on parlait tout à l'heure des droits des salariés, pour l'instant, c'est quand même le droit pour presque 11% d'entre eux d'être au chômage. Donc c'est insupportable, et ça c'est en dehors de ceux qui sont découragés et qui ne cherchent même plus. Donc ça, c'est le vrai problème. Le problème économique, c'est que la France, c'est vrai que les choses vont mieux, mais on est quand même à la traîne de la reprise de l'Europe et du monde développé. Donc il faut traiter notre problème d'offres. Et ce qui est intéressant aussi et problématique dans cette reprise, c'est qu'elle est tirée par la consommation. L'investissement continue à baisser, les exportations continuent à baisser. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'on continue à traiter notre problème. Ça prendra du temps, Philippe Frémaux l'a dit, c'est tout à fait vrai, mais il faut continuer. Sur le marché du travail, quand on regarde ailleurs, c'est vrai que contrairement à ce qu'on dit en France, le chômage n'est pas du tout une fatalité. Au Royaume-Uni, 5,6%. En Allemagne, 4,7% de chômage. Aux États-Unis, 5,4%. Donc, en Suède... Donc, parce qu'en Angleterre, si vous prenez les hour contracts et l'explosion des travailleurs indépendants qui gagnent 300 € par mois, évidemment, vous arrivez à baisser le taux de chômage. Simplement, mais il faut regarder les réalités. En Angleterre, je rappelle quand même que le revenu moyen par habitant est supérieur à la France. Donc, il va falloir qu'on m'explique comment, en sous-payant tout le monde en Angleterre, on arrive à des revenus... Parce que l'euro a baissé quand même de manière considérable par rapport à la livre. Ce qui est important, c'est que aucun pays n'est un paradis. Ils ont tous des difficultés, et c'est pas pour dire que tel ou tel est un modèle, mais que tous ont réussi à essayer de trouver des formules originales pour traiter le problème de l'emploi. Et l'autre élément, pour répondre à votre question, c'est que ces pays, il n'y a aucun exemple de la réforme progressive, saucissonnée, contournée, qui a été la stratégie de la droite et de la gauche en France depuis 25 ans. Donc, si on veut créer de l'emploi et traiter le problème du chômage, il faut appliquer une thérapie de choc sur le marché du travail. Vous nous dites qu'il nous manque un Cameron, un Matteo Renzi pour bousculer les choses, c'est bien cela ? Oui, alors il faut une question de leadership, il faut avoir trois choses, il faut avoir le leader et le leadership, il faut avoir la stratégie et il faut avoir le projet. Mais si vous voulez, quand on regarde aujourd'hui, quand même, droite et gauche confondues, le FMI, le CDE, l'Union européenne, la BCE, la Cour des comptes, la Banque de France disent la même chose. Il faut flexibiliser le marché du travail, il faut baisser la fiscalité et les charges sur le travail. Allez, on va laisser répondre Nicole Bricq. Ça, c'était un tableau. Il faudra peut-être qu'on se mette on va débattre. Parce que vous y allez assez fort. Il y a même une formule, c'est bien celle-là qui claque. Vous dites la France, c'est l'homme malade du monde développé. Carrément. Regardez les chiffres. Écoutez, moi, je n'entonne pas du tout ce chant du déclin, de tout va mal, etc. Quand on regarde en matière d'innovation des entreprises, on est meilleur que les Allemands sur des créneaux très porteurs. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire grandir nos entreprises et qu'on se les fait racheter. Mais alors, on a des pépites d'innovation. Donc, il faut aussi organiser. Alors, où est-ce que ça coince ça coince parce que on a quand même quelques années de retard à l'allumage, parce que c'est pour ça que quand il y a des mesures positives comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent les chefs d'entreprise quand on les voit? Moi, je les ai vus partout. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En France et à l'étranger, et je continue avec la délégation aux entreprises. Je l'ai invité après-demain, dans mon département, la Seine-et-Marne, à aller voir des entreprises. Ils nous disent, simplifiez-nous la vie. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort très fort. Et on n'appuie pas assez le travail que fait Mandon, qui est ministre, dans la simplification. Du reste, il était présent aux côtés du Premier ministre lors de sa conférence de presse. Mais quand on dit, dans le projet qui a été présenté ce matin, qu'on va simplifier les seuils. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un seuil à 9, un seuil à 10 et un seuil à 11. Oui. Donc là, on va dire, il y a 11, c'est 11, et à partir, parce que ce sont des seuils pour les prélèvements sociaux et les prélèvements fiscaux. C'est très réglementé, donc ça, très corseté, maintenant, on va dire, c'est à 11, et les entreprises
quand elles dépasseront ce seuil, pendant 3 ans, elles pourront s'adapter à la nouvelle donne sans être pénalisées par des nouvelles charges sociales et par une fiscalité supplémentaire. Je pense que c'est une réforme extrêmement importante qui a été saluée du reste tant par la CGPME que par le MEDEF. Il faut le dire, quand on donne de la visibilité, Madame Keller, sur les indemnités de licenciement à travers ce corridor indemnitaire au prud'homme, je pense que ça c'est très important, ça rassure celui qui est salarié et ça rassure le chef d'entreprise qui a dit tout à l'heure dans le reportage que il n'était pas là pour porter atteinte aux droits des salariés. J'ai vu que leur réaction était quand même mesurée. FO et la CGT, je le dis très franchement, ils sont contre tout. Contre tout. Alors que quand on voit ce qui se passe dans les entreprises, ils signent beaucoup d'accords d'entreprise. On le souligne jamais assez. Il n'y a jamais eu autant d'accords signés l'année dernière. On le dit jamais assez. Alors arrêtons de pleurer sur ce qui n'est pas une misère. Fabienne Keller, on voit quand même que sur la loi Macron ou encore sur ces mesures annoncées, vous êtes globalement d'accord. Vous dites c'est pas assez, il y a un plan comme l'a dit Christian Jacob, mais vous êtes d'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Vous dites aujourd'hui simplifier. Je sais que c'est la question qu'on vous pose, mais sincèrement, pourquoi? Alors, ces mesures, certaines vont tout à fait dans le bon sens. Beaucoup même pour vous. Alors certaines, comme par exemple le relèvement des seuils, ça c'est une bonne idée, le fait de se donner 3 ans avant qu'on ait l'application des nouvelles mesures liées au seuil de 9, 10, 11 ou 50 salariés, ça va dans le bon sens. Par contre, il y a d'autres mesures qui vont pas du tout dans le bon sens. Donner une prime pendant seulement une année pour une entreprise qui signe un CDI, non c'est jusqu'à juin de l'année prochaine, c'est une année seulement. Juste pour améliorer les statistiques de la prochaine présidentielle. Ça, c'est pas une bonne mesure. Parce que pour recruter, on a besoin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la stabilité, la visibilité, la stratégie dans la durée. Et il faut traiter les chefs d'entreprise comme des personnes responsables qui ont besoin de ce cadre et qui ont aussi une relation très positive avec leurs salariés, qui ne s'en sépareront que contraints et forcés. Parce qu'ils ont développer un savoir-faire, avec développer des marchés. Donc il y a des bonnes mesures. On peut se poser la question pourquoi on ne les a pas appliquées avant. La situation, est-ce qu'elle est aujourd'hui? Il y a le feu dans la maison. Vous avez oublié les familles dans ce que détruit le chômage. Moi, ce qui me frappe, je fais beaucoup de terrain dans les quartiers fragiles et partout. Vraiment, le fait de ne plus avoir de travail, c'est-à-dire plus de rôle social, c'est destructeur pour la société tout entière. Donc c'est une priorité absolue. Et moi, je suis voisine de l'Allemagne, qui a 4% de chômage, qui a d'ailleurs 3 millions d'emplois à pourvoir dans les 10 prochaines années. On n'en parle pas assez. Il y a en Europe des opportunités. Encore faut-il parler allemand et ne pas être découragé d'apprendre l'allemand au collège. Je ferme la parenthèse. Mais il y a d'autres pays qui ont une autre gestion, une autre dynamique en cours. Regardons comment ils font. Et il y a notamment cette formidable démarche de l'apprentissage. D'où ma question. Vous décrivez quand même une situation, malgré quelques clignotants qui passent au vert, qui est très compliquée. Vous parlez évidemment des difficultés des familles, des chômeurs, de ceux qui perdent leurs emplois. Est-ce que, avec tout ce panorama, est-ce que selon vous, Nicolas Bavré, Philippe Frémaux, le gouvernement a pris la mesure réelle de la situation? Il reste 2 ans avant 2017. Nous sommes quasiment en campagne présidentielle. On sait que ça va être de plus en plus difficile justement de faire passer certaines mesures. On voit l'aile gauche du PS, on voit les syndicats aujourd'hui, même la droite ne soutient pas le gouvernement sur des mesures sur lesquelles elle est d'accord. Non, mais il y a 2 logiques qui sont différentes. La logique politique, je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi pour en parler. Mais c'est vrai que maintenant, un peu partout, entre les primaires, la campagne présidentielle a démarré. C'est certainement pas un contexte qui est très favorable pour faire des réformes. L'autre élément qui a été donné, c'est sur l'économie. Et je rejoins ce qui a été dit par Mme Bricq tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on démarre tard, ça c'est vrai, mais les autres ne nous ont pas attendus, et ça c'est vrai aussi. Et quels que soient les pays, avec leurs qualités et leurs défauts, là, comme je l'ai rappelé, mais il faut reconnaître qu'en Europe du Nord comme en Europe du Sud, alors l'Europe du Nord avait commencé souvent avant sur la compétitivité structurelle, l'Europe du Sud a fait des progrès formidables, et nous, pour l'instant, on reste extrêmement en retard. Et ça se paie, effectivement. Maintenant, ça se paie pourquoi? Parce que la classe politique française n'a jamais voulu, droite et gauche confondues, en passant à l'euro,
on s'est coupé de ce qui étaient les deux vecteurs d'ajustement traditionnels de l'économie française, c'est-à-dire l'inflation et la dévaluation. Maintenant qu'on ne peut plus faire ça, les ajustements sont réels, c'est-à-dire que quand l'activité fluctue, comme on n'a pas fait de travail c'est des faillites d'entreprises et du chômage. Donc, si on veut revenir là-dessus, il faut se mettre au travail, et précisément parce qu'on est en retard, c'est là où les deux logiques s'affrontent. Donc on est à il faudrait aller plus un moment déterminant. Il faut aller plus vite sur l'économie pour rattraper, mais c'est vrai que la logique politique ne va pas aider, en tout cas pour les 2 ans qui viennent. Et c'est pour ça qu'il faut parler en 2017 des moyens du rattrapage. Non. Ce qui est fantastique, je trouve, c'est que quand on emploie le mot réforme, et la nécessité d'être courageux et de réformer, c'est toujours pour, en fait, remettre en cause l'état des protections dont bénéficient les salariés. Comme si c'était la solution miracle qui permettrait de revenir au plein emploi. Bon, je suis quand même d'autres problèmes qui relèvent effectivement de la bonne conduite de la politique économique. Je répète ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas de carnet de commandes, vous pouvez libéraliser tout ce que vous voulez. Voilà. Il n'y aura pas d'embauche. Donc il y a quand même un sujet qui tourne autour de la demande. Alors consommation et investissement, bien entendu, avec l'enchaînement que ça peut avoir. Et ensuite, quand on parle du chômage en France, on ne peut pas uniquement poser la question sur le mode. En fait, le chômage, c'est lié à des réglementations qui oppriment les employeurs. Il y a aussi des facteurs structurels. Et si on parle de réformes structurelles, il y a des réformes structurelles, par exemple, pour lutter contre l'échec scolaire. Moi, ce que je vois, c'est que dans les 10 dernières années, effectivement, où l'actuelle opposition a été au pouvoir, les performances de la France en matière scolaire, si on juge par les enquêtes PISA, ont constamment baissé. Je veux dire, le nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail sans avoir une formation qualifiante, ni les outils qui leur permettent d'exercer leur dignité de citoyen, a continué à augmenter. Et donc, le gouvernement actuel, en rétablissant la formation des enseignants, en donnant une priorité aux primaires, avec la réforme du collège aujourd'hui, dont on peut discuter, mais je veux dire... Oui, je sais très bien comment, effectivement, tous les lobbies, à la fois d'une partie des professeurs corporatistes, ce qui n'est pas le cas de tous les enseignants, tant s'en faut, et en même temps de ceux qui ont surtout envie, en cassant toutes les filières d'excellence, on peut espérer aussi faire innover la France. Ça, c'est un autre débat. Qu'une partie de vos électeurs ait une peur panique d'être mélangée. Revenons quand même sur... Très concrètement, qui casse l'enseignement d'allemand, c'est une catastrophe. Je vous laisse laisser parler. On est dans une situation où, de fait, les réformes structurelles, c'est aussi être capable d'agir sur ces facteurs. Alors, ensuite... Oui, en un mot, parce que je voudrais faire réagir tout le monde, il nous reste quelques minutes, oui. Non, mais allez-y. Si vous voulez. Non, juste votre dernier point, vous dites la demande, le carnet de commandes. Et ensuite, il faut aussi que la politique économique soit une politique économique qui, effectivement, crée un climat favorable, sachant qu'aujourd'hui, les choix qui ont été faits s'inscrivent effectivement dans la durée, mais ce n'est pas forcément des choix qui, à court terme, vont relancer l'emploi. Et c'est pour ça qu'il y a une discussion au sein du Parti socialiste, non pas entre des gauchistes et une majorité réformiste, mais entre des gens, je pense à des gens comme Pierre-Alain May, qui ont été anciens conseillers économiques de Lionel Jospin, qui pensent que le réglage n'est pas forcément optimum entre ce qui est aide aux entreprises et ce qui est soutien à la demande. Je vais vous laisser conclure par un tour de table. On a compris qu'en fait, cette situation économique, c'est l'élément déterminant. Vous serez tous d'accord dans la campagne électorale à venir. C'est sur ces questions que les Français vont juger et jugent déjà l'action du gouvernement. Donc, dernière question en forme de bilan. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important qui a été annoncé aujourd'hui et qu'est-ce qui manque fondamentalement? Nicolas Barret. Pour revenir à ce qui a été dit par Philippe, il y a trois sortes de chômage. Il y a le chômage par manque de demande, il y a le chômage par excès du coup et trop de réglementation du travail, et puis il y a le chômage qu'on dit technologique par défaut de formation. Pour moi, je pense qu'il faut s'attaquer à toutes ces sources à la fois et de manière simultanée et extrêmement forte. Tout vaut mieux que le chômage. Et pour l'instant, on protège essentiellement les salariés français contre l'emploi. Même question, Fabienne Keller. Alors, ce qui manque aujourd'hui, c'est une cohésion du gouvernement et de sa majorité autour de ces mesures. Elles font débat, elles sont critiquées en interne au sein de la majorité gouvernementale. C'est la confiance dont ont besoin les chefs d'entreprise. Ça ne se décrète pas. Pour avoir le sentiment que cette politique est portée et qu'elle durera. Nicole Bry. Oui, vous avez raison. La confiance, c'est comme la croissance. Jacques Delors disait qu'elle ne se décrétait pas, mais elle s'organise. Et je pense que le gouvernement est dans une continuité. Depuis novembre 2012, d'acte du premier pacte de compétitivité auquel ont succédé d'autres pactes. Ce qui m'apparaît important, c'est pas, Madame Keller, l'amélioration de la statistique que vous aviez fait quand on est arrivé aux responsabilités en 2012.
Vous aviez fait 400 000 emplois aidés, dont vous aviez eu recours au traitement social. Le plus important, c'est de montrer et de prouver que la réforme continue et qu'on ne se laissera pas arrêter par les velléités d'empêcher la France d'avancer et de faire que les Français en bénéficient. Merci beaucoup, merci pour ce débat. On arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. L'invité, c'est le ministre Stéphane Le Foll. Quant à moi, je vous retrouve demain avec plaisir. Belle et douce soirée à vous.